Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 64e épisode d'une semaine en comics. Un épisode dans lequel on va donc passer en revue quelques-unes des sorties de cette semaine, plus les dernières sorties de chez Comics Initiative que j'avais pas chopé au moment de leur sortie, fin août, mais que je viens de récupérer. Du coup, je crois que ça va être une longue vidéo, vu que y a quand même eu un paquet de bonnes choses qui sont sorties cette semaine. Donc, installez-vous confortablement, servez-vous à boire ce qui vous fait plaisir, et puis on est parti. On va donc commencer avec les dernières sorties en date de chez Comics Initiative. Une vie fantastique de Kevin Mutch et Time Under Tension de MS Harkness. Alors, le point commun, ce sont tous les deux des récits autobiographiques, mais dans un registre extrêmement différent. Je sais même pas si on peut faire plus différent que ces deux-là. On va commencer par Une vie fantastique, qui est le deuxième album de Kevin Mutch que publie Comics Initiative. Le premier, c'était The Rough Pearl, qui était sorti il y a 2 ans et demi, début 2022, je crois. Celui-ci, je l'ai pas lu, je l'ai récupéré il y a pas longtemps. Et d'ailleurs, si vous allez faire un tour sur le site de Comics Initiative, ça fait partie des titres de l'éditeur qui sont actuellement soldés. Et je dis ça, je dis rien, mais à votre place, j'irai quand même faire un tour. Il y a pas mal de choses intéressantes. Une vie fantastique... Putain, j'ai du mal. Une vie fantastique, donc, et autres histoires. Parce que, en fait, on a un long récit qui occupe un peu plus de la moitié du bouquin. Et ensuite, on a une demi-douzaine de récits plus courts et dans des styles très différents les uns des autres. Une vie fantastique, c'est une histoire qui se déroule au début des années 80, au Canada, et dans le milieu punk rock indé. Visiblement, Kevin Mutch, il a pas mal grenouillé dans ce milieu dans les années 80-90. Il a notamment réalisé des couvertures d'albums, et en particulier pour un groupe dont le nom va forcément dire quelque chose à celles et ceux qui ont connu les années 90, Crash Test Dummies. Et donc, Une vie fantastique, ça commence au cours d'une soirée dans laquelle traîne tout un tas de monde. Alors, ça picole quand même beaucoup, ça drague pas mal, ça bézouille à droite à gauche, et ça fume pas mal de trucs pas vraiment légaux, enfin en tout cas à l'époque, c'est tout un tas de discussions à la con entre étudiants où on refait le monde, et où les discussions deviennent de plus en plus perchées au fil de la soirée. Et puis, à force de s'enfiler tout et n'importe quoi, finalement, tout finit par prendre une espèce d'allure un peu surréaliste. Le comportement des gens devient de plus en plus bizarre. Et puis, tout ça va finir par un blackout. Et fin de la soirée. Et puis, le lendemain matin, réveil. Et là, le personnage principal, Adam, qui est en fait l'alter ego de l'auteur, il a beaucoup de mal à recoller les bouts avec ses souvenirs de la veille. Il se réveille au pieu avec la nana qui, la veille, lui est quand même pourtant mis un vent. Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés là, ensemble ? Il n'en a aucun souvenir. Et Adam va croiser d'autres participants à la soirée, mais là encore, ça colle pas vraiment avec les souvenirs qu'il a de cette soirée. Et puis, il va finir par rentrer chez lui, et là, il reconnaît carrément pas l'endroit. Et les murs sont couverts de peintures qu'il a jamais vues. Et en fait, le problème, c'est que les peintures en question, elles sont quand même signées, et c'est son nom qui apparaît en signature. Alors les peintures en question, d'ailleurs, elles apparaissent à la fin du récit. On en a quelques reproductions. Elles sont évidemment, elles aussi, signées Kevin Mutch.
Et donc, retour à l'histoire, Adam va finir par s'endormir, et il va faire un cauchemar dans lequel il est poursuivi par des zombies. Et à son réveil, je vous dirai rien de plus que ça, si ce n'est que, une fois de plus, le cadre dans lequel il se réveille est plus exactement que le même que celui dans lequel il s'est endormi. Et ça va se répéter, encore et encore, et Adam va faire une succession de rencontres et d'expériences qui sont quand même toutes plus bizarres et décalées les unes que les autres. Et comme ça, jusqu'au terme du récit. Alors, on peut voir ça comme un mauvais trip psychédélique, dans lequel le personnage d'Adam est coincé, où son cerveau part totalement en vrille et imagine des choses de plus en plus délirantes. On peut voir ça comme une succession de cauchemars, avec un cauchemar dans un cauchemar dans un cauchemar, parce qu'il y a quand même un fort côté onirique, tendance cauchemardesque dans toutes ces séquences. Et puis on peut même lire Une vie fantastique comme une histoire de science-fiction. Et notamment parce qu'à plusieurs reprises, Adam va avoir des discussions qui portent sur la physique quantique, le principe d'Heisenberg et surtout l'interprétation d'Everett qui, en très gros, fonde la possibilité de l'existence de mondes parallèles. Et du coup, selon ce principe, on peut très bien lire cette histoire en considérant que Adam passe son temps à glisser d'un univers parallèle à l'autre. Mais quelle que soit en fait la manière dont on aborde cette histoire, ça donne avant tout quand même quelque chose de très fun et de quand même assez foutraque. En gros, Kevin Mutch, il part de souvenirs et d'anecdotes réelles, mais il en donne à voir des séquences déformées et qui deviennent de plus en plus surréalistes. On part du réel et du récit autobiographique pour aboutir à une œuvre de pure fiction. Et très honnêtement, j'aime beaucoup ça. Alors, dans la seconde moitié du bouquin, on a des choses très différentes. On a d'abord l'histoire d'un vieil écrivain qui est obsédé par la pérennité de son œuvre, et en l'occurrence, on peut vraiment, littéralement parler d'obsession. On a une histoire qui, elle, est purement autobiographique, qui est un souvenir de jeunesse de l'auteur, un incident qui est arrivé quand il était ado, jeune adulte, et une histoire qui implique indirectement son père. On a un récit qui, graphiquement, est vraiment, vraiment très étrange, qui est un genre de roman photo, avec des G.I. Joe dans le rôle des mecs et des Barbie dans celui des nanas, et qui, en gros, raconte une histoire d'amour qui a très mal fini. On a aussi, en couleur, un fragment d'histoire de science-fiction, dont j'aimerais beaucoup lire la suite un jour. C'est un truc un peu dans l'esprit du Love and Rockets des frères Hernandez. Et puis on a un autre récit graphiquement très bizarre, avec là des corps totalement déformés. Alors Kevin Mutch explique en préface à l'histoire comment il en est venu à créer des corps aussi déformés, et ce qui a donné naissance à cette histoire sans parole est vraiment très bizarre. Et puis on a enfin 2-3 récits en 1 ou 2 pages, des rencontres très brèves en général, genre ici le jour où il a croisé Lou Reed dans la rue. Et donc, voilà pour cette vie fantastique. Perso, c'est un bouquin que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça fait penser par moments à du Daniel Clowes, à la fois le trait et puis surtout ce mélange entre réalisme et étrangeté. Donc, je vais, je pense, assez vite lire The Rough Pearl, qui est une œuvre plus récente qu'Une vie fantastique, même s'il est paru avant en France, et peut-être que j'en ferai un retour.
En attendant, Une vie fantastique fait 240 pages. C'est du souple au format 17 par 23 cm. La traduction, elle est de Virgile Iscan et le bouquin est au prix de 25€. L'autre sortie Comics Initiative, c'est donc Time Under Tension de MS Harkness, dont c'est la première œuvre publiée en France à ma connaissance. Et là aussi, c'est un récit autobiographique, mais beaucoup plus conventionnel. Et ben c'est l'histoire de MS, appelons-la comme ça, qui est une jeune femme qui a un très lourd bagage. Alors, pour commencer tout de suite par le gros dossier, quand elle était enfant, elle a été violée par son père. Son père qui est désormais en tôle, mais qui voudrait la revoir pour lui demander pardon. Et ben MS a également une relation assez compliquée avec sa mère, et on va dire que la communication entre elles est pas des plus simples. À côté de ça, quand l'histoire commence, MS, elle termine ses études, elle se prostitue occasionnellement pour joindre les deux bouts, elle deal un peu de shit, elle a une liaison avec un combattant de MMA qui, lui, de son côté, est en couple. Elle va aller voir des psys qui lui sont à peu près d'aucune utilité. Elle travaille sur ses premiers comics et elle envisage également de devenir coach personnel. Tout ça, plus ou moins en vrac, et distillé au fil du récit. Et Time Under Tension, c'est l'histoire de cette jeune femme qui essaie de jongler avec tout ça en même temps, et qui, surtout, essaie d'aller de l'avant, tout le temps, et en évitant de trop se retourner sur son passé, et en essayant de pas trop se poser de questions sur son présent. Elle s'est fixé des objectifs qu'elle veut atteindre dans la vie, et finalement, c'est tout ce qui semble compter pour elle. C'est pas ce qu'elle a subi enfant, c'est pas son présent un peu merdique, on a vraiment l'impression que tout ça n'a quasiment aucune prise sur elle. C'est pas du tout un récit introspectif, ou alors quand Harkness évoque ses sentiments et ses motivations, c'est uniquement par rapport à ce qu'elle veut devenir, et jamais, ou quasiment, par rapport à ce qu'elle a vécu, ou à ce qu'elle est aujourd'hui. Et, par exemple, elle s'appesantit pas du tout sur ce qu'elle a subi quand elle était enfant, même par rapport au fait de se prostituer, elle aborde le sujet de manière vraiment très détachée et sans émotion apparente. Il y a un côté transactionnel à la chose et ça s'arrête là. Et du coup, en ce qui me concerne, j'ai quand même beaucoup de mal à éprouver de l'empathie pour ce personnage parce que elle donne quand même l'impression d'avoir totalement cadenassé ses émotions. Et même graphiquement, quand on voit le personnage, elle affiche le plus souvent une expression neutre. On sait jamais ce qu'elle ressent vraiment. Et du coup, ça donne une lecture assez étrange. Ça m'a laissé un peu mal à l'aise, mais aussi ça m'a laissé un peu en dehors du récit. Alors, graphiquement, ça donne quelque chose de plutôt chouette. Notamment, on a je trouve une jolie utilisation du noir et blanc. On a un découpage ultra classique en gaufrier, mais c'est un découpage dont quand même Harkness sort de temps en temps. Par exemple, sur la double page où en gros elle fait l'arbre généalogique de sa famille. Plus loin aussi dans le bouquin, on aura droit comme ça à un trip au LSD qui va se déployer comme ça sur des doubles pages. Et ouais, c'est un album qui m'a laissé quand même pas mal sceptique. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, mais je peux pas dire que j'ai aimé non plus. Je sais pas. Je regrette pas de l'avoir lu, vraiment. Et en même temps, si Comics Initiative publie un autre de ses bouquins, je suis pas sûr d'y aller. Quoi qu'il en soit, et pour en terminer, Time Under Tension fait 264 pages, format 17 par 23 cm, lui aussi. Là aussi, c'est du souple.
La traduction, elle est de Rosalind Holmes Duffy et Alain Delaplace. Alors, la traduction, qui d'ailleurs m'a paru bien, par contre, il y a quand même un certain nombre de coquilles, et même, il y a quelques fautes d'accords qui traînent par-ci par-là. Et dernière chose, l'album est au prix de 25€. C'est tout pour les retards. On peut donc passer aux nouveautés de la semaine. Alors, chez Panini, grosse semaine de sortie. On est passé de 2 la semaine dernière à 14 cette semaine. Et en ce qui me concerne, je me suis limité à ça. Les 2 premiers tomes de Fall of the House of X. C'est donc la dernière ligne droite avant la fin de l'ère Krakoa. Ça va nous amener jusqu'à la fin de l'année. Et puis en janvier, on aura le relaunch de toutes les séries. A priori, je pense que ce sera 100 mois. Là, j'ai juste envie d'arriver au bout de ce truc, même si, en plus, ça fait un bout de temps que j'ai perdu à peu près tout intérêt pour la franchise. J'ai je sais pas combien de mois de retard sur ma lecture. Je les lirai forcément à un moment ou à un autre, mais disons que je suis quand même très loin de l'enthousiasme que j'ai pu ressentir au début, quand Jonathan Hickman a lancé tout ça. Là, je crois que je suis même aux antipodes de ça. Je veux juste en finir et basta. C'est triste, mais c'est comme ça. Parmi les choses intéressantes du mois chez Panini, on a la réédition en Marvel Must-Have de la maxi-série Vision de Tom King et Gabriel Walta. Alors j'ai ressorti mes trade paperbacks, j'ai prévu de me relire ça la semaine prochaine et d'en faire une vidéo. Alors si ça se fait, ce sera plutôt en fin de semaine, je pense que j'y arriverai pas avant. Sortie également de la première intégrale Nova par Marv Wolfman et les frangins Buscema. Alors c'est quelque chose qui a été longtemps demandé sur la page Facebook de Panini. Pour les quadras ou les quinquas, forcément, c'est une série qui va évoquer plein de souvenirs. Le personnage avait donné son nom à un nouveau magazine Lug en 1978, où l'intégralité de la série avait été publiée à l'époque, et ça n'avait jamais été réédité depuis, hormis, je crois, les 4 premiers numéros de la série, dans un album Hachette. Et honnêtement, c'est pas une mauvaise série. Alors, elle fait presque ses 50 ans, autrement dit, ça a quand même pas mal vieilli, mais disons que si on remet dans le contexte de l'époque, franchement, ça se lit plutôt bien. À l'époque, c'était une tentative de la part de Marvel de créer un nouveau personnage à la Peter Parker, un gamin assez banal, mais qui se trouve soudain en possession d'un pouvoir qui le dépasse, et comment il gère ça au quotidien, comment il essaie de cacher sa double identité à sa famille et à ses amis, et comment il essaie malgré tout de continuer de mener une vie en apparence toujours aussi ordinaire. Marv Wolfman va beaucoup jouer sur cette corde, et il va même en jouer de plus en plus au fil des épisodes, avec parfois des retournements de situation assez inattendus, et ce qui fait que le personnage va progressivement s'éloigner de celui qui l'a inspiré, Peter Parker. Et côté super-héroïque, alors là aussi on part sur du super classique. C'est le petit terrien qui va récupérer les pouvoirs d'un extraterrestre tombé sur Terre. Franchement, si c'est pas directement piqué à Green Lantern, je sais pas ce qu'il vous faut. Marv Wolfman va ensuite essayer de développer une galerie de super vilains spécifique à cette série. Alors, là encore, on reste dans le très classique.
Le vilain le plus marquant de la série, ça va être le Sphinx, mais là aussi, quand les aventures de Nova vont prendre une allure plus cosmique vers la fin de la série, ça va devenir plus intéressant, même si la série va être annulée avant que Wolfman ait eu le temps de conclure son récit, et du coup, il va le poursuivre dans les pages de Fantastic Four. En attendant, si vous voulez lire du super-héros old school, je trouve que Nova, c'est quand même plutôt une bonne pioche. Chez Urban, j'ai retenu un titre sur les 4 sortis cette semaine. D'ailleurs, ça devrait être comme ça chaque semaine jusqu'à la fin du mois. Cette semaine, c'est le tome 2 de Once Upon a Time at the End of the World de Jason Aaron et Laila Del Luca, avec un tout petit peu d'Alexandre Tefenki au début et un tout petit peu de Nick Dragotta à la fin. Dans le premier tome, on a donc suivi le parcours de ces deux gamins qui tentent de survivre dans un monde post-apocalyptique, Maceo et Mezzi, deux gamins que tout oppose. Elle a vécu l'enfer au quotidien, et lui, il a vécu protégé de l'extérieur dans sa tour d'ivoire, jusqu'au jour où il a décidé qu'il n'en pouvait plus de vivre seul avec les cadavres de ses parents, et qu'il a rejoint Mezzi dans son périple. Et quand le tome 2 commence, les deux mômes, ils ont bien grandi, leur corps aussi, il a changé, c'est pas sale, pense aux fleurs, tout ça, et donc, ils passent quand même à présent une part considérable de leur journée à baiser n'importe où et n'importe quand. Au milieu de toute l'horreur qui les entoure, ils s'aiment. Et, c'est beau. Et dans le genre, l'amour plus fort que tout, là, Jason Aaron, il y va à fond les ballons, parce que, en vrai, Jason Aaron, c'est un grand romantique. Et en plus, je suis très sérieux. Si vous lisez le deuxième tome de The Goddamned, c'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai jamais lues. Et pourtant, c'est un récit d'une noirceur absolument terrifiante. Là aussi, on a une belle histoire d'amour qui se développe dans un champ de ruines. Mais tout ça est quand même traité d'une manière beaucoup moins dramatique que dans The Goddamned, en tout cas dans un premier temps. Le gros twist de ce deuxième tome, c'est que Maceo et Mezzi vont ici donner naissance à une utopie. Une véritable utopie. Un havre de paix au milieu de toute cette désolation, où ils vont pouvoir bâtir une société nouvelle, et pas que pour eux en plus, parce que très vite ils vont être rejoints par d'autres survivants, et tout ça va merveilleusement bien se passer. Et ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Ou pas. Parce que on est chez Jason Aaron, on n'est pas chez Disney, et donc tu penses bien que le bonheur avec lui, dans le meilleur des cas, il est provisoire et il est très précaire. De toute façon, dès le premier tome, on avait droit à des flash-forwards sur ce qui attendait Maceo et Mezzi dans un avenir lointain, et ça ressemblait pas du tout au paradis qu'on voit ici, ça se déroulait même littéralement en enfer. Donc voilà, sans rien spoiler, Maceo et Mezzi vont vivre de très belles choses, et puis ils vont vivre de très laides choses, et leur histoire va se conclure dans le prochain tome. En attendant, ce deuxième volume fait 176 pages, format 17 par 26 cm. Il est traduit par Julien Di Giacomo, et il est au prix de 20 €. On passe chez Delcourt, mais on reste dans les tomes 2 avec celui de Dark Ride par Josh Williamson et Andrei Bressan. Le premier tome a été une chouette surprise, et celui-ci, il est dans la droite lignée. Pour resituer, Dark Ride, c'est l'histoire de ce parc d'attractions consacré à l'horreur, mais où il se passe aussi deux véritables choses horribles. On a des gens qui disparaissent, on a des morts inexpliquées,
Le premier tome s'était terminé sur un joli coup de théâtre, et celui-ci va donc poursuivre cette intrigue. Et puis, dans le même temps, Joshua Williamson, il va revenir davantage sur l'histoire de la famille Dante, Arthur, le fondateur du parc, sa femme et ses enfants. Et on va commencer à découvrir le prix qu'ils ont payé pour que le parc existe. Alors, comme dans le précédent tome, Williamson, il joue avec les codes de l'horreur, mais c'est pas juste un jeu qui ferait pencher Darkrai du côté de la comédie horrifique. Il y a une vraie noirceur qui constitue le socle de cette histoire. Il y a des séquences quand même assez flippantes, et dans l'ensemble, il y a quand même une ambiance qui est bien poisseuse. Comme pour Once Upon a Time, le 3e tome sera le dernier. Et en ce qui me concerne, j'attends ça de pied ferme. En attendant, ce 12e tome fait 128 pages, format deluxe, donc 19 par 28. Il est traduit par Enzo Pirate, et il est vendu 17,50 €. Et encore un 2e tome, celui de Bird King, de Daniel Friedman et Chrome. Alors, cette série, j'ai pas encore eu l'occasion d'en parler. Je lui consacrerai bientôt une vidéo dédiée, et je pense que je parlerai en même temps à la fois de Bird King et de Raiders, qui est l'autre œuvre créée par Chrome et par Friedman. Alors, en attendant, quelques mots quand même, au moins pour présenter cette série. C'est de la fantasy, et contrairement à ce que pourrait laisser penser à première vue les dessins de Chrome, ça s'adresse pas du tout à un jeune public. C'est même un récit qui est assez dur et assez violent. En 2 mots, c'est l'histoire d'une apprentie forgeronne qui s'appelle Bianca, qui va réveiller l'esprit d'un dieu mort, qui est le Bird King du titre, lequel dieu va désormais l'accompagner partout où elle va. Ça se déroule dans un monde qui est en guerre perpétuelle, un monde où les humains combattent pour des dieux qui existent réellement, et auxquels, en gros, ils servent de chair à canon. Et Bianca, elle va essayer d'échapper à tout ça, de fuir ce monde de guerre en espérant trouver autre chose. Alors je sais pas combien de tomes la série doit durer. Pour l'instant, aux États-Unis, il y a que ces 2 tomes qui sont parus, mais pour l'instant, c'est quand même assez réussi. Côté scénario, je trouve que ça me paraît plus ambitieux que ce que Daniel Friedman a pu écrire par ailleurs, que ce soit Raiders ou Kali, qui était grosso modo des histoires de vengeance. Là, on a quelque chose de plus complexe et qui se déploie sur une plus grande échelle. Et puis, je trouve que les planches de Chrome sont vraiment intéressantes. À la fois son dessin, son travail aussi sur les couleurs. Et puis, en plus, je trouve que ça donne vraiment à la série une bonne partie de sa singularité. Donc, encore une fois, j'y reviendrai plus en détail bientôt sur les 2 tomes parus à ce jour de la série. Mais pour l'instant, c'est une lecture que je conseille. Ce 2e tome est donc sorti aux Humanoïdes Associés, grand format 19 par 28 cm. La traduction est de Thierry Albert, et l'album fait 160 pages, et il est au prix de 19,95 €. Et on va terminer par... est-ce que j'ai gardé le meilleur pour la fin ? Peut-être pas, parce qu'on a eu de très très bonnes choses cette semaine, mais celui-ci est quand même un peu particulier. C'est le 5e et dernier tome de Granville, intitulé Force Majeure, écrit et dessiné par Brian Talbot. Et donc, Granville, c'est fini. Enfin, pour l'instant.
En postface, en fait, Brian Talbot explique pourquoi il a arrêté après ce 5e tome. Et en fait, depuis, il semble quand même être quelque peu revenu sur sa décision. Alors j'ai oublié quel abonné de la chaîne m'avait dit qu'il avait rencontré Talbot à une signature il y a quelques mois, qu'il a eu l'occasion du coup de discuter assez longuement avec lui, et du coup, de ce qu'il en ressort, c'est que Talbot pourrait bien être en train de préparer un 6e volume. Et personnellement, j'en serais absolument ravi. En attendant, ce 5e tome, il me semble que c'est le plus long de la série. Alors, Brian Talbot laisse un peu de côté les intrigues politiques et la critique sociale qu'on trouvait dans les tomes précédents. Quoique, c'est quand même jamais très loin pour autant. Mais ici, on a quand même droit à une pure histoire policière. En gros, il s'agit d'une guerre des gangs qui s'étend de Granville jusqu'à Londres et qui menace quand même de faire de méchants dégâts collatéraux. Et on va évidemment retrouver l'inspecteur Lebrock, qui est chargé de mettre un terme à tout ça, mais qui va se retrouver être une cible privilégiée dans cette guerre, à la fois lui et ses proches. Et Granville, c'est toujours un bonheur de lecture, c'est toujours une merveille d'inventivité graphique, c'est toujours bourré de clins d'œil et de références. Alors, comme d'habitude, en fin de volume, Brian Talbot revient sur toutes les références en question. Et puis, en parallèle du récit, on revient aussi sur les jeunes années de Lebrock, quand il était encore un simple flic en uniforme, et à l'époque où il a été formé par le meilleur inspecteur de Scotland Yard, qui est une sorte de cousin germain de Sherlock Holmes, et qui l'a aidé à développer ses talents de déduction. Tout ça fonctionne merveilleusement bien, c'est souvent quand même assez drôle, genre la scène d'ouverture qui se déroule quand même dans un restaurant où des hommes et des femmes poissons et des hommes et des femmes crustacés viennent se régaler de fruits de mer. Et ça ressemble quand même vachement à de l'anthropophagie, il me semble. Donc, merci à Delirium d'être allé jusqu'au bout de cette série, qui est quand même, à mon avis, une petite merveille du genre. Je lui vois pas vraiment d'équivalent. À la fois, ça s'inscrit dans un registre très classique, c'est du steampunk, c'est du polar, c'est du récit historique à forte consonance politique et sociale, et en même temps, entre les mains de Brian Talbot, ça devient vraiment quelque chose de totalement unique, et, à mon sens, de totalement réussi. Granville, Force Majeure est donc sorti, je le disais, chez Delirium, 200 pages en très grand format, 21 par 30 cm, la traduction est de Philippe Touboul, et l'album est à 25€. Voilà, c'est tout pour cette semaine, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos, et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages, et à bientôt.